Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Paroles d'experts sur H24 et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à nous suivre, à commenter et puis à alimenter les discussions que nous aurons pendant toute cette année. Et vous le savez, on essaye dans un ton le plus libre possible de commenter l'actualité, qu'elle soit nationale, qu'elle soit politique, qu'elle soit internationale, qu'elle soit sportive. Et aujourd'hui, nécessairement, on commence avec une rentrée qui a été secouée, animée par les revendications de la rue. On va en parler et essayer de trouver un angle qui soit le plus intelligent possible. Intelligent, je le mets entre guillemets, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais essayer d'avoir beaucoup plus de grilles de lecture avec du recul, sachant qu'aujourd'hui, le moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes le 9 octobre, à la veille du discours de Sa Majesté. Et donc, on refera une émission, peut-être la semaine prochaine, sur le sujet, mais je tenais à préciser cette temporalité. Vous êtes dans Parole d'experts. N'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas non plus à écouter le podcast en audio qui est disponible sur toutes les plateformes si vous préférez le son à l'image. Parole d'experts, c'est tout de suite. Avec moi sur le plateau aujourd'hui pour essayer de comprendre, commenter, prévoir cette actualité qui anime le Maroc, notre pays. Bien, Salardine Nabera qui est expert en éducation. Ça va, Salardine? Ça va, Ça alhamdoulilah. va bien? Très, très bien. Et mon ami Hamid Falevi également, qui est alors vraiment expert en beaucoup de choses, mais il vient ici pour mettre à notre disposition son expertise en communication politique. Bonjour Hamid. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Ok. Vous aviez plus de sourire avant que vous ne disiez votre bravo. Vous dites bonjour, quoi. Non? Ok, d'accord. Bon, alors, ok, ça commence très bien. Euh, je vais commencer peut-être en ayant une petite rétrospective très positive de ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui, en 2025, sur le Maroc, en se disant qu'en 25 ans, euh, le PIB a augmenté, les infrastructures sont arrivées, le niveau d'analphabétisme a baissé. euh, on a eu pendant le Covid, on va dire, un virage, entre guillemets, peut-être gauche, socialiste, où on a vu toute la bienveillance qu'il pouvait y avoir. euh, Beaucoup de projets qui sont mis en avant, des compétences aussi qui sont insufflées à tous les niveaux des agences gouvernementales, des ministères, etc. Et c'est une réalité. L'obtention de la Coupe du Monde, l'organisation de la CAN, euh, le mix énergétique, l'accélération industrielle, bref, beaucoup de réussite. Quand on voit ça, on se dit, il faut pas l'occulter, euh, de grandes avancées. Mhm. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que les sujets dont on a traité, et encore une fois, je dis parce qu'on est sur le plateau avec Salah qui a 48 ans, moi j'en ai 49, toi tu en as 55, je dis les âges parce que c'est important de voir dans quelle génération on a vu le Maroc évoluer. Euh, les sujets qui sont mis aujourd'hui de manière extrêmement légitime sur la place publique, qui sont santé et éducation, ne sont pas l'apanage ni des jeunes, ni de cette génération Z. Et on va peut-être nous se regarder, faire un mea culpa de notre génération, peut-être pour ne pas s'être battu suffisamment pour ces deux volets. Quand on voit toute cette avancée du Maroc, que ça profite à certains et pas à d'autres, parce que là est le souci, la fracture s'est agrandie avec l'élévation globale du Maroc. Euh, Est-ce que c'est ça qui rend le plus triste, Hamid? Triste, je ne sais pas. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, en 25 ans pratiquement, c'est qu'on a investi, euh, et on a investi dans l'infrastructure, on a investi dans beaucoup de domaines, on a investi dans tout ce qui est du ressort de l'investissement financier. Ça fonctionne. Vous faites un appel d'offres, vous faites une conception, vous avez une vision pour un projet, techniquement parlant, vous mettez les moyens qu'il faut, un calendrier, et c'est fait. L'être humain, ce n'est pas la même chose. L'être humain, ça se gère d'une manière différente. Et investir dans l'élément humain, ça dépend un peu plus que des moyens financiers. Et c'est ce qu'on a totalement, à mon avis, occulté pendant des années, en pensant qu'en améliorant l'infrastructure, on améliore
le bien-être des gens. Ça en fait partie, ça en fait partie. Et en améliorant le bien-être des gens, on améliore sa perception de l'environnement dans lequel il vit. Aujourd'hui, je peux vous dire la même chose. Il y a pendant 10 ans, Nabera et moi, sur plusieurs radios, on a dénoncé un certain mode de fonctionnement des collectivités locales, des conseillers élus, des institutions de gouvernance. Et aujourd'hui, on réalise que ce que nous avions dénoncé était vraie réalité, même si à l'époque déjà certains ministres qui sont aujourd'hui même super ministres dénonçaient, disaient non, non, c'est pas vrai, ça va très bien et tout. Allez faire un tour dans le Maroc profond et vous verrez que ce dont vous parlez, c'est-à-dire l'investissement, l'infrastructure et tout, d'abord, ça a un impact très limité parce que la même route qui a été faite par les Français à l'époque est toujours la même, c'est celle sur laquelle compte la population pour se déplacer. Allez voir les services à la population, ce qui est très important. Et c'est pour cela que je considère que ce qui se passe aujourd'hui est à la fois normal et peut-être une bonne nouvelle. Ça doit nous aider à orienter le débat sur autre chose que sur l'investissement financier pour faire de la pierre. J'essaie juste de comprendre, parce qu'encore une fois, il faut faire la balance. Les infrastructures ont un impact. Ça, il faut pas on va quand même pas éluder ça. Et la perception aussi que les gens peuvent en avoir est extrêmement importante. Ensuite, d'un point de vue local, d'un point de vue impact sur les communautés locales, et quand on va dans l'autre ou les autres Maroc, c'est important de voir qu'est-ce qui a été fait. Ça là. Après, on ira sur l'éducation et la santé de manière extrêmement claire, mais juste pour répondre à cette question de démarrage, le Maroc, on répète encore une fois, on est tous Marocains, on est là, on est installés ici, on aime ce pays profondément, on l'a vu grandir avec beaucoup de fierté, et par contre là, on arrive quoi? On arrive à une croisée des courbes, où on arrive à la limite de l'acceptable pour un Maroc qui avance et l'autre qui n'avance pas? Alors, pour répondre à ta question, je me suis rappelé un débat que j'avais eu, je pense, en 2015, avec quelqu'un et à l'époque déjà, on commence à présenter justement le développement du Maroc à travers l'infrastructure. Ça, il y a plusieurs balances dans un tableau de bord, comme on gère, il y a l'humain, dont on constate aujourd'hui que ça n'a pas trop fonctionné et à l'époque, je me rappelais de ma réponse, je lui dis: «Vous savez, pour moi, c'est pas l'indicateur de mesure, c'est pas les infrastructures, c'est quand je verrai qu'un serveur qui travaille sérieusement pendant 10 ans pourra devenir propriétaire de son café». C'est quelque chose qui se fait pas au Maroc. Ça veut dire que en fait, dans ce choix qu'on a fait, on a plus fait le choix de bonifier le capital, plus que le travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un, même que ça soit, et ça a ses impacts sur tous les aspects économiques, que ce soit le secteur bancaire, le financement, etc. Ça veut dire qu'on va aider, qu'on va développer. On adore les murs. Voilà, exactement. Les débats sur l'éducation, on y reviendra, mais on se rendait compte que l'éducation, c'était le plus grand propriétaire de murs. De murs, voilà. Alors que ce qu'il y avait à l'intérieur était le Et, plus... exactement. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on voit dans d'autres pays, donc qui ont fait le choix d'avoir justement un développement un peu équilibré, qui vise justement à avoir, d'autant plus que le choix, on le sait tous, que le choix d'un système libéral, même partout dans le monde, ultralibéral, a montré ses limites. Ça veut dire qu'il n'y a pas de ruissellement, il n'y a rien. Ça veut dire que ça permet à quelques personnes qui détiennent les fonds de maîtriser tout, le politique, l'économique, etc. Et c'est des choses qu'on commence à voir. On se rappelle des débats où on a commencé, attention, il y a beaucoup de connivence entre politique, économique, etc. Et ça devient très dangereux parce que quand on voit aujourd'hui les débats, ça se cristallise sur quoi? Sur le chef du gouvernement parce qu'il représente justement ce qu'on a dénoncé depuis longtemps. Ça veut dire que voilà, c'est pas seulement, ça veut dire qu'aujourd'hui, même s'il fait les meilleurs résultats du monde, on ne gardera que cette image-là, le boycott, les prix des carburants, le conseil de la concurrence, certaines choses, il fallait prendre certaines décisions, on ne les a pas prises et on a sous-estimé parce qu'au Maroc, justement, ce mythe justement de stabilité qui est là, c'est une stabilité réelle. Mais on oublie que quelque part, et on le voit ces dernières années, à chaque fois, il y a une mouvance. Il y avait Rif, il y avait Jarada, il y avait le 20 février, et on ne capte pas les signaux. Une fois, ça se calme. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, qu'on rate aussi cette occasion-là, qu'on va se dire que ça va se calmer, qu'on va gérer de la même manière, c'est-à-dire user les gens, faire en sorte qu'ils vont se fatiguer, de récupérer certains, etc., de les intégrer dans le jeu. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est passé à une phase où il faut vraiment faire opérer des choix, qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui de voir tant de... Et c'est flagrant, c'est même pas fait dans la subtilité. On se rappelle le dossier du dessalement, on se rappelle d'autres affaires. Moi, j'aimerais bien que ce capital, parce qu'il faut le dire, ce capital bancaire, c'est pas un capital entrepreneur, c'est un capital qui a bénéficié de certaines relations administratives. Il s'est fait à l'aune de la marocanisation, où on s'est retrouvé propriétaire justement d'un patrimoine d'entreprise qui était jadis appartenant à des Français, à la privatisation. On a récupéré des bijoux de la nation à des prix très symboliques.
Je rappelle les introductions en bourse. On a permis de coter en survalorisation grâce à des rapports et on s'est retrouvé avec tout le crash qui a donc atomisé toutes ces valorisations boursières. Après, rajouter à cela la bulle immobilière, c'est trop flagrant. Il n'y a pas de création réelle. Si tu permets, je termine sur ça. Donc, le modèle économique, c'est fait sur de la création de richesse, mais pas de la valeur ajoutée. Ça veut dire que la valeur ajoutée n'y est pas. Ça veut dire que c'est beaucoup de boîtes bénéficient de certaines situations. Aujourd'hui, il faut changer le focus et attaquer l'humain. Et l'humain, et on l'a d'ailleurs compris dans le dernier discours de Sa Majesté, on a compris qu'on ne peut pas. Déjà, c'était précurseur. On savait qu'il y avait deux Maroc et deux vitesses après le développement. Voilà, après le développement, moi je me rappelle d'une leçon d'économie que les critères pour qu'une politique marche, c'est l'unicité, c'est-à-dire tout le territoire, l'homogénéité, ça veut dire qu'il faut qu'on pas des départements qui travaillent en manque de connaissances avec d'autres, et la rationalité dans les choix d'investissement. Est-ce qu'on peut se permettre telle infrastructure? Est-ce qu'on peut se permettre, on voit par exemple, c'est bien de voir un terrain de hockey sur glace à Rabat, mais est-ce qu'on en a besoin? Voilà, est-ce qu'on en a besoin? Voilà. Voilà, ça fait partie des choses qui sont tout simplement juste incompréhensibles et que la rationalité dont tu parles, c'est voilà. Et je pense que si on fouine un peu, ils sont des investissements moindres, mais multipliés et qui viennent alimenter toutes ces incohérences. On l'a dit pendant des années, encore une fois, je vais un peu redire nous parce qu'on est dans les médias depuis un moment. Et dans l'émission qu'on avait à la radio, dans lesquelles vous veniez intervenir, notamment où on était en contact avec les gens sur le terrain, les problèmes, et là je vais revenir sur l'éducation, la santé, etc. C'est des sujets qu'on traite depuis très longtemps, qu'on revendique depuis très longtemps, qu'on dénonce depuis très longtemps, que ça soit à une époque les abus des cliniques privées, que ça soit les abus des écoles privées, que ça soit toutes les affaires autour de la promotion immobilière, et ça, je peux en dire un rayon, parce que c'était un gros combat. L'immobilier fait partie aussi de ces problèmes, puisque ça bouffe le pouvoir d'achat des gens. On a un marché immobilier qui est totalement irrationnel à cause du blanchiment, à cause de beaucoup de choses. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ces sujets-là, on a quand même eu l'impression qu'ils étaient traités, mais c'était quoi? C'était de la cosmétique, toi qui es dans la com, justement. Est-ce qu'on n'a pas, à l'époque du PJD, je pense que je me rappelle une émission que nous avions fait ensemble, je dis le pire et la meilleure chose et la pire chose qu'aient découvert les politiques, c'est la communication. Parce qu'avant, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, nous vivons une période politiquement extrêmement décevante. Nous avons des hommes politiques même pas capables de défendre leur bilan. Parce que nous n'avons plus d'hommes politiques. Nous avons des chargés d'affaires à qui on donne des départements ministériels et on leur dit gérer au mieux. Pendant les 2 dernières années, j'ai assisté à un spectacle effarant de ministres qui arrivent au Parlement pour répondre aux questions des parlementaires, lesquels parlementaires aussi, si demain on peut parler de la configuration du Parlement, il y a beaucoup à dire parce qu'on a perdu les véritables hommes politiques issus du terrain qui se battent pour être les élus de la nation au profit de Mouchkara qui a assez d'argent pour acheter des voix et pour être élu et pour représenter la nation au Parlement. Donc, on n'est que la blanchure de la tenue quand l'inauguration du Parlement par le souverain est faite. Ils sont là pour montrer une certaine forme d'obédience, mais en réalité, ils sont totalement à l'encontre de la démarche globale du pays. Ces ministres qui arrivaient pour annoncer non pas des solutions aux problèmes de la santé et de l'école en particulier, mais annoncer des chiffres. L'actuel ministre de la Santé, quand je l'ai vu les toutes premières fois au Parlement, je pense qu'il se croyait dans un conseil d'administration d'une entreprise et qu'il venait raconter, réciter, nous avons fait 10 milliards par là, 20 milliards par là. Il n'a jamais imaginé l'impact très négatif sur l'esprit des gens qui à Ouarzazate ou à Rachidia ou Zrada ou Tanger ou Casablanca entendent des chiffres énormes, comme les chiffres du stade de foot de Rabat, mais qui n'ont absolument aucun impact sur les délais de leur rendez-vous à l'hôpital, l'humanité qu'ils méritent dans la manière de les accueillir à l'hôpital, le soin qu'on accorde au traitement de leur dossier, etc. D'un côté, vous avez une école qui coûte de plus en plus cher, mais une prestation à l'intérieur des classes qui est de moins en moins bonne, et les élèves eux-mêmes parlent de médiocrité, et quand il suffit de parler 2 secondes avec quelqu'un au niveau du bac aujourd'hui pour se rendre compte qu'il y a un problème.
Il y a un problème au niveau. Une seconde. Non, 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 voilà, parce que ça reste sur un point. Ouais. Le mode de management, c'est parce que quand on est en train de dire, il n'y a plus d'hommes politiques, il y a des managers. Des chargés d'affaires. Non, je me pose la question. C'est des choses qu'on voit aussi à l'étranger, dans des économies libérales. On peut prendre la France, on peut prendre les États-Unis, on peut prendre. On doit raisonner par raison. Donc, On est d'accord. Voilà, on compare ce qui est comparable. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, dans les discussions vous savez, qui transpirent dans les hautes sphères ou middle sphères, je sais pas comment on va en les appeler, on dit, bah tiens, c'est bien, gérons un pays comme gérons une entreprise. Et ça, non mais, je vous donne un exemple très simple. est-ce que Prenez le cas. réagissent à là, s'il te plaît? Je le rappelle plus rapidement. Prenez le cas espagnol. Regardez un petit peu la télévision espagnole. Regardez le plus petit responsable politique quand tu prends la parole et vous regardez la teneur politique du discours. La teneur politique, que ce soit par rapport à son obédience ou à son choix de gauche ou de droite, que ce soit la charge politique par rapport à la population. Mais Hamid, tu prends l'exemple de l'Espagne. Mais l'Espagne, on avait un mouvement net qui est Podemos, rapidement il est au pouvoir. Ça, cette transition n'est pas possible au Maroc. Parce que, encore une fois, le code électoral et la loi sur les partis et sur les syndicats fait en sorte qu'on contrôle celui qui rentre. Voilà. Et qui fait que tu as un système qui te filtre que des gens qui n'auront pas de leadership, qui n'auront pas de charisme, même les politiques, pas que les techniciens. Maintenant, ce que je reproche à ces techniciens, moi je veux bien qu'on ait des chargés d'affaires. Parce que Mais je ne comprends pas le logiciel. Pas que ça. Non, mais je ne comprends pas ça, la dualité des logiciels. Quand on gère en entreprise, on a des indicateurs, notamment de satisfaction client ou d'expérience client, dans toutes les boîtes. Et ceux qui sont dans le retail, comme le ministre de la Santé, savent que le plus important aujourd'hui, ce n'est même pas le produit, c'est l'expérience client. Il faut que le gars, quand il rentre, par tous les canaux, qu'on puisse le prendre en charge dans le plus bref délai, qu'on le satisfait, qu'on a des applications de points de fidélité pour qu'il revienne. Non, je ne peux pas comprendre qu'on soit chargé d'affaires technicien ici et qu'on n'arrive pas à le mettre là. Et qu'on vient dire que je vais peut-être te répondre, avec beaucoup de cynisme, c'est que même dans les entreprises, tu as les clients à haute valeur ajoutée, tu as les clients à haut potentiel, et puis tu as les clients bas de gamme. Il y en a qui disent ça. Donc on est des sources même qui alors, non, mais moi je comprends que c'est pas les mêmes enjeux. que je dis. Non, mais je comprends, mais je comprends que c'est pas les mêmes enjeux. Ça veut dire que on est plus comptable sur des aspects quand on est dans le privé, on est sur d'autres, on est pour faciliter certaines choses, certains dossiers. Voilà, donc moi je comprends que l'affinité, en fait, le profil de technicité n'est pas le problème, mais de la finalité. Pourquoi on est là dans ce département? Moi je pense qu'il y a eu un décrochage. Je pense qu'il est très ancien. C'est-à-dire qu'on ne vient pas pour servir, je pense, pour servir les citoyens, mais pour être redevable à celui qui l'a mis ici. Donc, quand on parle du Parlement, le Parlement, quand on entend les tickets qu'on met aujourd'hui pour être élu, et ça aussi c'est de la faute du citoyen, vous savez, hein, je donne une image très simple. Prenons Hamid, Mouta, Faisal. Si on est élu pour gérer une commune, comme Darbo, Zala, on habite, c'est une commune qui nécessite un travail à plein temps. Vous comprenez l'indemnité du président de la commune, 7 000 dirhams. Donc, quand on comprend qu'aujourd'hui, le président de la commune, d'une commune qui est 300 000, 200 000 habitants, s'il veut faire bien son travail, de se sacrifier financièrement pour toucher ça, est-ce qu'il va le faire? Donc, d'emblée, le modèle tel qu'il est, le modèle, voilà, tel qu'il est fait pour avoir soit quelqu'un. Regarde ce qu'il t'a trouvé. Il a trouvé la réponse. Soit quelqu'un qui est là parce qu'il est en mode investissement, et il attend le retour. Et donc, c'est là où il y a toute l'origine ou la naissance, le foyer de la corruption. Soit et les bénévoles et qui philanthrope, etc., et peut-être qu'il a sécurisé donc sa situation financière, qui vient donner son temps gratuitement. Il faut qu'on comprenne aussi. Si on veut avoir des hommes politiques capables de travailler réellement avec de la compétence, il faut revoir ce modèle-là pour leur permettre de ne pas se sacrifier financièrement pour servir la nation. Ça, c'est une question à poser. La deuxième, il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats énormes de quelqu'un qui est là et qui a été mis en place. Et on sait très bien pourquoi il était là, pour régler des dossiers, régler des affaires. Au niveau gouvernemental, j'ai toujours pensé, je l'ai toujours dit, vous savez, on ne peut pas, on doit avoir le regard quelque part. Quand on dirige, quand on gère, c'est où on a le regard sur ceux qu'on est censé servir et on les regarde et en se disant, est-ce qu'ils sont contents? Ou alors on regarde en haut, on pilote en bas, et là le scratch sera encore en haut parce que quelqu'un nous a nommés. Et parce qu'on a été nommé, on ne regarde même pas la population parce que de toute manière, la population ne sert à rien, même son vote ne sert à rien. Maintenant, revenons à la crise qu'on vient de vivre, et j'espère que nous saurons tirer les bonnes leçons. Aujourd'hui, il n'est pas normal que les collectivités, les communes urbaines et rurales continuent à être gérées comme elles le sont. Il n'est pas normal qu'on aille au-devant d'élections, d'échéances électorales bientôt, avec la même dynamique, avec les mêmes têtes qui vont être élues.
et je l'ai dénoncé il y a 5 ans, je le redis encore aujourd'hui, c'est les mêmes têtes qui reviendront. Pourquoi? Parce que le mode de gestion communal est d'une telle brutalité. Qu'est-ce que tu appelles brutalité? Brutalité, ça veut dire quand vous n'êtes pas de la majorité, vous n'avez accès à rien. Même votre petite circonscription, même l'ambulance n'y va pas. Vous avez une ambulance communale, elle est censée aider les femmes enceintes à aller. Si vous n'êtes pas avec le président, si vous n'êtes pas du côté de la majorité, l'ambulance n'ira pas chercher le. Et donc, la population finit par vous délaisser parce que vous représentez rien. Il faut aller du côté. Or, ça a eu un coût, ça a un prix, le fait d'avoir un président avec une majorité. C'est que ce coût, c'est la population qui le paye. Ce sont les appels d'offres. Je pense qu'il n'y a pas assez de contrôle des collectivités locales, des communes. Il n'y a pas assez de contrôle des deniers publics. Or, beaucoup de milliards sont donnés chaque année aux communes pour gérer au plus près des citoyens les routes, l'eau potable, l'électricité, le dispensaire de santé communal. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas un seul dispensaire communal qui marche. Mais Hamid, Je pèse les mots. Il n'y a quasiment pas un seul dispensaire de santé communal qui fonctionne. La majorité tourne 2 heures par jour. Les médecins se pointent à 10 heures, repartent à 11h30 midi pour le DG, il ne revient plus. Qui contrôle? Personne. Le président de la commune vous dit, ce n'est pas mon rôle, c'est le ministère. Le ministère n'a pas les moyens de contrôler ces gens-là. Et ainsi, le citoyen a intérêt à tomber malade entre 10h et midi. Pas plus. juste pour compléter sur ce que dit Hamid, non seulement tu as des élus communaux qui n'ont pas l'envergure, mais on a inventé un outil magique au Maroc, surtout pour les grandes villes, les SDL. Aujourd'hui même, c'était le maire ne contrôle plus rien parce que ces SDL sont gérés par des DG qui sont nommés avec un conseil d'administration où réellement l'élu n'a pas beaucoup de pouvoir. Et on le voit, qu'ils sont là depuis des années, malgré toutes les réclamations des citoyens. On a fait des émissions, on a fait des débats. C'est pas normal dans un pays démocratique de donner tant de pouvoir. Voilà. De priver justement, même les grandes villes, de priver justement le maire qui a eu justement la légitimité des suffrages, de le priver de pouvoir gérer ses budgets et de donner ça. Alors Question maintenant, dont on a souvent parlé parce que ça revient aux compétences aussi. Faut rappeler que pour être président de commune, quelle qu'elle soit, il n'y a aucune exigence de compétences minimum. plus grave, ça. Ouais, Ouais, Même genre de compétences, c'est une chose. Mais juste avoir une fiche anthropométrique, déjà ça, parce que ça, mais plus grave. décidé de l'enlever un jour. Mais plus, Pour comprendre pourquoi. Pourquoi a-t-on enlevé l'exigence d'un casier judiciaire vierge aux élus? Ça, pourquoi? Qui a décidé un jour qu'il fallait dispenser les élus de ça et donc n'importe qui a un casier judiciaire peut se. Hamid, plus grave, on a vécu pendant ces élections, il y a certaines personnes qui ont eu 500 voix dans un village et qui se sont retrouvées président de région. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ça veut dire que même la démocratie dans son aspect arithmétique le plus basique de comptage des voix de majorité, on la détend. Prenez le cas de certaines communes où le président de la commune, il a eu le moins de voix possible parce qu'il a pu avoir les alliances et ces alliances, on sait comment ça fait. Et quand on voit. Avant les alliances, on les racheté. Voilà, donc. Et nous qui habitons à Darboise, on avait un ancien président de Qui commune. n'avait pas la majorité déjà. Non, mais on Il y avait- ne sait plus où il est là maintenant. Hein, d'accord. Bon, on sait beaucoup de choses qui se sont Très bien. passées Alors là-bas. Bref. maintenant, moi, j'ai envie de relever aussi un point, parce qu'il ne faut pas tout mettre que sur le dos des élus, que sur les dos des ministères, il faut aussi le citoyen. Donc, quand je dis citoyen, c'est le médecin et l'enseignant. Moi aussi, je ne comprends pas aujourd'hui qu'un enseignant ne puisse pas faire son boulot dans une classe. Parce que là, indépendamment du contexte, on a tous été enseignants, quand on est dans une classe face à ses élèves, même dans un devoir, si on a la bonne volonté, on se rappelle à sa mission principale, on peut faire bien son boulot. Maintenant, pour les médecins, moi, j'ai envie de poser un autre débat. Aussi, il ne faut pas attendre, demander à ce médecin-là de se sacrifier. Moi, je pense que l'argent, on doit la démystifier. Il ne faut pas attendre à ce médecin-là, quand vous lui donnez un salaire qui est misérable par rapport à ce qu'il peut avoir fait le privé, et ne pas avoir cette tension. Pourquoi on n'accepte pas, si tu permets, pourquoi on n'accepte pas aujourd'hui qu'il faut normaliser et qu'il faut payer? Moi, j'ai trouvé l'une des choses les plus intéressantes qui a été dites, que j'ai retenu la sortie du ministre de la Santé, c'est qu'on a enfin compris qu'on va retrouver le paiement à l'acte. Le paiement à l'acte pour rémunérer, et même soit à 50% de sa valeur fait le privé, mais ça permettrait à ce médecin-là de pouvoir se concentrer. Les entreprises, les établissements publics de santé ou l'école sont devenus un réceptacle pour des entreprises, micro-entreprises privées. Le médecin est devenu un patron d'entreprise. Il va à l'hôpital pour glaner des clients, pour glaner des patients et les emmener dans un secteur privé. C'est pour cela qu'il faut introduire
cette notion de rémunération. Même si vous augmentez leur salaire de 10 fois, beaucoup d'enseignants dans le public vont à l'école pour prendre des gamins pour faire des cours particuliers. C'est-à-dire que quand l'argent devient roi, Pour cela, c'est la responsabilité aussi de ce citoyen-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut qu'à chaque fois qu'on avait ces débats-là avec des responsables gouvernementaux, on disait, mais non, c'est la loi du marché, on ne peut pas intervenir, nous ne sommes pas un État-providence, on ne va pas se mettre, alors qu'on a des intermédiaires qui font un mal monumental à ce pays, dans tous les secteurs. On en parle au moment de Eid Adha, on en parle à des moments bien particuliers où les prix augmentent, on a une inflation fabriquée. Alors que s'il y a une inflation fabriquée sur absolument tous les secteurs à cause de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire qu'on connaît les problèmes très opérationnels sans aller dans les grands concepts. On sait où aller, on sait quoi faire. Il y a tellement de gens qui ont cette manne qu'on n'a pas envie de s'y attaquer. non, parce que l'intermédiaire dans le domaine des fruits et légumes est en même Ça. temps intermédiaire en voie électorale. Et donc, il a un pouvoir ennemi sur les élus et sur les responsables politiques. Vous ne pouvez pas toucher à un intermédiaire en viande ovine et bovine qui, même s'il prend l'apparat d'un marchand respectable, ce n'est qu'un intermédiaire. Et il a un pouvoir de réservoir, de grossiste de voix électorale qui fait que le responsable politique ne peut pas le contredire. Nous avons, vous savez, ce qu'on appelle un poker menteur. C'est quand vous construisez toute une démarche politique de gouvernance sur la base de prérequis qui ne sont pas vrais ou ne sont pas vérifiables. Et qui fait qu'en fin de compte, un petit mouvement de jeunes dans la rue vous fait prendre conscience, que la satisfaction concernant le mouvement était quasi générale. Tout le monde souriait au fond de lui parce qu'il disait qu'on fait un changement. Parce que classe moyenne ou pas, les gens galèrent, les gens ne comprennent plus où va le pays sur le plan de la gouvernance. La deuxième chose, c'est que ce petit mouvement social de jeunes ou moins jeunes. D'abord, c'est un véritable piège de l'appeler un mouvement de jeunes, parce que ce n'est pas un mouvement de jeunes, c'est un mouvement de tout le monde. On prend du recul, parce qu'on est sur des sujets, sincèrement, si on prend un peu de recul, santé, éducation, ça concerne plus les parents, leurs parents. Les 50 ans. Non mais attends, nous, voilà, leurs parents, parce que nous, on se pose la question, on doit cracher, encore nous, on va se considérer comme étant, faisant partie des privilégiés de Pas parler pour vous-même. non, si je dis particulièrement pour toi, et on va être clair, on va arrêter. On va pas jouer au jeu de Woolchab qui est plus Woolchab ou Benchab que les autres, on est bien d'accord. Sinon, on va mettre la batterie de critères et j'en pense que ça va être sympa. Mais ce sont moi jeune, à l'époque, si on avait pu descendre dans la rue, ce qui à notre époque était juste absolument impossible, c'est-à-dire même le fait de rien d'y réfléchir sans IA, enfin, ce que Nino dire, c'est pas la peine d'y aller, ça aussi il faut s'en rappeler, c'est là aussi où le Maroc a avancé. Santé, éducation, c'est pas à ça que je pensais, moi, sincèrement, à 20 ans, 25 ans. Peut-être si j'y pensais pour mes parents qui avaient la charge de payer l'éducation, la santé, et nous qui allons vieillir et avoir besoin de soins médicaux. Donc c'est un mouvement qui parle de deux choses ou de trois. Faire les gens plus. Oui, aujourd'hui, nous allons au-devant d'une société qui prend de l'âge, où les personnes âgées seront de plus en plus nombreuses. Les enfants de moins en moins d'enfants, Ouais. même dans le rural. Même dans le monde d'emploi, et même dans le rural, ils n'attendent plus le soutien des enfants. Donc, ils ont besoin de compter sur l'État, d'avoir peut-être des maisons pour vieux, d'avoir des dispensaires de santé pour vieux, pour personnes âgées, pour seniors. Et pas luxueux, hein. Pas luxueux, parce que oui, il y en a. Oui, voilà, mon consent. Privé. Alors, quand j'ai parlé d'un poker moteur, je vous dis, je vois une collectivité, une commune construire le siège d'une commune qui était avant avec Zolg et qui maintenant est en train de construire un petit palais. Et il n'y a personne en haut pour venir dire aux communes, construisez des sièges fonctionnels pour servir les citoyens, vous n'êtes pas là pour faire du marbre. Il n'y a personne dans la structure de la gouvernance qui peut taper sur la tête d'un président de commune pour dire avec le marbre, etc. On sait que vous êtes en train de gonfler le budget de l'appel d'or parce que vous avez un retour sur investissement et une ristourne qui vous permettra d'avoir plus d'argent pour acheter plus de voix, pour rester président. Il n'y a personne qui va venir dire aux gens comme ça. Vous voulez qu'on parle d'Al-Wazza, vous voulez qu'on parle d'Hadsouala, vous voulez qu'on parle de toutes les régions qu'on connaît, même les plus... Quand Bougelmès sont sortis en marche avec le président de la commune pour dire nous avons besoin d'une route et de l'eau potable, je me rappelle encore du discours de la réponse du chef du gouvernement qui trouvait que c'était de la manipulation de... Oui, à partir du moment où vous ne connaissez pas la réalité des gens,
N'importe quel mouvement social, pour vous, c'est de la manipulation. Parce que vous ne vivez pas au Maroc. Quand vous vivez au Maroc, et vous savez comment vivent les gens, à partir d'un moment, vous allez commencer à juste vous dire, le plus grand, vous savez, parle toujours de gens qui manigancent contre le Maroc, qui sont les ennemis. Vous savez qui sont les ennemis du Maroc et de l'image du Maroc? Une école mauvaise et un hôpital mauvais. Le jour où on réglera ces deux problèmes, je vous promets, je n'ai pas de problème avec l'habitat. L'habitat, on a moyen de faire plus intelligent que ce qu'on fait maintenant, en fait. Mais c'est à éloigner les gens. Ami, voilà, s'il te plaît, là, je sais que tu t'emportes sur ces Non, je ne m'emporte pas dessus. Je suis en train d'essayer de parler avec relations, mais je te le dis, mais on va pas non plus générer, encore une fois, j'essaie juste de mettre un peu de tempérer un peu. Ce ne sont pas toutes les communes qui sont comme ça. On est bien d'accord. Tout va pas, non, tout. pour ça. Tout. Ok, bah, ça Toutes les communes sont gérées d'une certaine manière où l'argent est le principal discours de sujet ce qu'on appelle dawarat. Quand on vient voter, on ne vote pas pour des choix politiques, on ne vote pas pour des choix de société, on vote pour de l'argent. Et quand on vote pour de l'argent, le petit élu de l'opposition ou de la majorité regarde des chiffres monstres, de plus en plus gros. Le ministère de l'Intérieur a les chiffres. Les communes gèrent des budgets Vous savez, aujourd'hui au Maroc, il y a de l'argent partout, sauf chez les citoyens. Les partis politiques sont devenus milliardaires. Les partis politiques ont des comptes bancaires incroyables. Pourquoi? Parce que tu votes de l'État qui donne, et puis il y a tous les élus au Parlement qui donnent une partie de leur salaire. Les communes ont de l'argent. On envoie le ministère de l'Intérieur, on voit Il y a du budget. Il y a du budget. Pourquoi Et on sait très bien qu'on ne finit jamais le budget. On a du mal à dépenser pour le budget. Pourquoi le pire, pourquoi le stylo que vous avez à la main là coûte 1 dirham pour vous et moi chez l'épicier et coûte 5 dirhams pour la commune? La question est là. Pourquoi un stylo vide coûte 5 dirhams pour les communes? En entendant Hamid parler, je me rappelle d'un dossier qui m'avait vraiment fait mal à une époque, c'était le énième réaménagement du stade Mohamed V, du complexe. Et je me rappelais qu'à l'époque, on avait acheté les écrans qui étaient des écrans statiques à 13 millions de dirhams. 13 millions de dirhams, les sièges, quand tapant sur Alibaba, on voyait que le siège coûtait dans les 5 dollars, on les avait facturés à 600, 700 dirhams. Et on avait fait un numéro spécial dans la vie économique, on a fait 2, 3 émissions, etc. Rien ne s'est passé. Donc, et on est en train de réaménager encore une fois le stade Mohamed. Dans ce qu'il dit Hamid, c'est vrai. Le citoyen, il voit ça, beaucoup d'argent dépensé des fois pour rien. Pour rien, pour rien. Et quand on voit, on se rappelle juste la séquence qui a fait le buzz, le chef de gouvernement dans le conseil de la ville d'Agadir. Et quand on voit la fille qui est en train de parler au-delà de, passons la parenthèse du senior junior, et lui, les budgets qu'il a sortis, c'était de la formation, de la restauration, de la réception, des choses qu'on sait qui se font pas. À un moment, alors je dis que c'est même pas fait dans la subtilité. Vous savez aussi, au Maroc, aujourd'hui, il y a de la marge pour que ces gens traitent leurs affaires. Et il y a de la marge, et il a Hamid raison, au moins pour servir le vasier aux citoyens. S'ils étaient un minimum intelligents et pas aussi cupides, ils auraient pu réussir cette petite école, parce que les exigences du citoyen sont très très basses. C'est juste de l'éclairage, de la voirie correcte et de la sécurité. C'est vraiment ça. On a la chance d'avoir un peuple qui se débrouille très bien tout seul. Pour compléter le point, je pense que le débat qu'il faut aussi poser et qu'on ne le pose pas, c'est le choix de société. Moi, je pense que le Maroc a dévié et on a fait un choix de société matérialiste où l'argent est devenu roi et on voit des pratiques qu'on accuse chez les responsables, chez le marchand du coin. Qui des fois, en venant, moi je viens de Barchid à Darboz, je voyais que la pomme que je trouve à 10, 15 à Barchid, j'arrive à Darboz, elle à 30. Et ça, c'est un citoyen comme tous les autres. Moi, je me rappelle d'une action que je voulais faire dans une grande institution pour servir le citoyen. On avait de la nourriture qu'on jetait, on voulait la cuisiner. J'avais plus de problèmes avec l'argent, l'opérateur qui touche 3000 dirhams. Et à qui cette nourriture allait servir? À ses voisins de quartier qu'avec le président. Donc, il y a aussi ce choix de société qui a fait que, moi, je me rappelle le dispensaire public. Moi, j'étais soigné là-bas, moi, et voilà, on était. On en a parlé avant l'émission du dispensaire de Het Soalem à l'époque, c'était en 2005. Mais pourquoi Faisal? Parce que vacciné dans le même dispensaire de Bosmara que moi. Wow, Bosmara, oui, on est tous, voilà. Bosmara, un seul fermier major qui gérait. Alors pourquoi? Parce que non, mais pourquoi je te réponds? Je te réponds parce que la société d'il y a une trentaine d'années, c'était pas la société banale, c'était un choix de Hassan Tour. Le savait, il contrôlait le crédit, il contrôlait la consommation, il contrôlait plein de choses et il faisait attention au prix, aux indices de prix. Aujourd'hui, on a laissé libre cours aux intermédiaires. Les plus grandes boîtes, aujourd'hui, celui qui fait la une de toutes les sociétés, les médias économiques, c'est un gars qui gère la distribution, ce qui n'est pas normal. Vous savez, dans une chaîne de valeur,
C'est le mec qui gère J'ai- la distribution Qu'est-ce du que Maroc. j'ai parlé Voilà. d'intermédiation. Voilà, tu as raison, mais c'est ça. Mais c'est pas normal. Mais c'est pas normal qu'on voit plébisciter quelqu'un qui fait de la distrib. Ce n'est ni les producteurs, et c'est lui qui capte la plus grande valeur. Donc ça, c'est des choses qui sont là et tout le monde le sait. Maintenant, Non, mais si on fait le on va dire choix, que, comme tu as dit, mais c'est pour, des choix, c'est un modèle voilà, qui est alors, admis, il n'y a pas de... alors, pour terminer, Personne n'y trouve à Faisal, redire, parce qu'on a l'impression que c'est comme ça, pour quoi. terminer, si on a fait ce choix-là, eh ben, qu'on permette à l'argent de tourner de manière légale Oui, ça, et morale. Voilà, il faut que ça circule. Moi, je me rappelle, voilà, il faut que ça circule. Maintenant, il faut que ça circule de manière légale. C'est pour ça que j'ai. Quand on dit qu'il n'y a plus d'argent qui circule, et on se pose la question, mais où passe l'argent? On sait très bien que l'argent qui sort du circuit normal disparaît. Il ne va même pas à la banque. Donc, quelque part, quand il y a une crise de liquidité dans les marchés, on sait d'où ça vient. Mais je suis très étonné que les instances de pouvoir comme le ministère de l'Intérieur ne soient pas très regardants, ou alors le ministère fait des actions de contrôle, mais assez timides, quand je vois que, quand j'ai dit alors que toutes les communes sont concernées par un manque de contrôle plus sévère, avant même qu'il y ait des drames. On laisse des gens devenir milliardaires, puis après, ça sert à quoi? Alors, un point aussi, avant qu'on conclue, parce qu'on aimerait bien trouver des solutions, parce que râler, c'est bien. Et encore une fois, moi, je suis toujours un optimiste, soit un optimiste triste, soit un pessimiste joyeux. Euh, Sans trouver de solution, il y a quand même un point qui est extrêmement important. On tape sur tout le système, que ce soit les communes, que ce soit les membres du gouvernement, etc. Mais il y a une donnée qui est quand même aussi extrêmement importante. C'est le citoyen, c'est nous, toi, c'est moi, c'est les gens qui sont dans la rue. Pour aller, il y a ceux qui payent pas leurs impôts, ceux qui essayent de trouver des magouilles pour éviter ou alors avoir un passe-droit, un fast-track dans toute la partie administrative, à tous les niveaux, que ce soit le petit citoyen aux grands chefs d'entreprise, aux grands responsables. Et qu'est-ce qu'on fait? On se dit juste que c'est juste le résultat du choix de société qu'on a fait, ou on se dit, bah, de l'autre côté, comme ce qu'ont montré les, euh, les Gen Z pacifiques qui sont sortis dans la rue, que bah, il faut que ça change. Exactement, moi je pense qu'à la fin, et moi je suis convaincu de cela. Moi je suis étonné des fois quand je vois le même citoyen qui lui travaille dans une commune et qui fait pas son boulot correctement se plaindre de l'enseignant à l'école. Bah, c'est les mêmes valeurs qui sont répandues aujourd'hui. C'est que les gens ne veulent plus travailler, veulent tirer le maximum. Mais je les comprends parce que le modèle qu'ils voient en haut, c'est un peu ça. C'est profiter du système. Et on l'entend des fois. Et j'ai dit que c'est même pas dans la subtilité, c'est aussi flagrant. Et qu'à un moment, ça se décline jusqu'aux citoyens lambda. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut réellement réagir, sortir. Moi, je comprends les jeunes qui sortent. Après, faut sortir aussi avec des propositions et essayer de transformer le mouvement en action politique. C'est ce qu'on rate à chaque fois. C'est que le mouvement va faire la pression nécessaire. On aura une réponse, des fois, qui peut être aussi intéressante, mais après, c'est les mêmes acteurs. Mais avec Voilà, relais. c'est les mêmes acteurs qui vont se régénérer. Qui vont être les relais? Des jeunes qui sont dans la rue, ok, de manière spontanée, ok, qui sont pas, après on peut dire ce qu'on veut, récupérés, pas récupérés par les partis politiques, etc. Mais les seuls relais qu'on aura, ce sont les partis politiques qui sont déjà en place, qui sont eux aussi la source des problèmes. Les gens intelligents, la majorité des gens compétents et intelligents ont quitté les partis politiques. Les partis politiques aujourd'hui sont des anciennes casélies. Ah, mais Et la réalité est là. même le débat public, hein. On ne peut pas débattre avec des robots, on débat avec des gens. Et les gens compétents ont quitté les partis politiques. Aujourd'hui, la majorité des gens qu'on respecte sont ex-UNP, ex-PPS, ex-machin, même ex-RNI. Alors, aujourd'hui, pour redonner du crédit à l'action et pour donner de l'efficacité, si on veut demain mettre le Maroc à l'abri de mouvements peut-être moins sympathiques, c'est de donner, de mettre les gens au travail, les partis politiques qui doivent recruter, structurer les têtes bien faites, des gens qui veulent travailler. Et il y en a, mais malheureusement, il ne peut pas s'approcher de partis politiques où ce qu'il y a se vend à coups de millions de dirhams pour être élu au Parlement. Il faut que les structures d'intermédiation politique, et cette fois-ci c'est dans le bon sens, fassent leur travail. On ne peut pas à chaque fois qu'il y a une crise avoir la rue, les forces de police et l'appel au roi. C'est
c'est quoi? Est-ce qu'il faut innover en termes de structure? Alors, il y a Je te réponds, alors je te réponds. c'est PRDD, Non, non, alors moi, ce que j'ai envie cette fois-ci, que ce soit la bonne et qu'on fasse une vraie commission qui travaille sur un nouveau cahier de charge des syndicats, parce que les syndicats ne représentent plus rien. On a vu que c'était les commissions de coordination, c'était les coordinations et c'était les syndicats caissiers. Mais ce qui est bizarre, c'est que les coordinations manifestées et les syndicats officiels. Avec le nouveau cahier de charge des partis, il faut que ça soit plus souple. Il faut que ça correspond. Vous savez, les jeunes aujourd'hui s'organisent sur Discord, sur des plateformes. Il faudrait permettre réellement aujourd'hui qu'on puisse passer d'un mouvement de rue assez fluidement, facilement à un mouvement organisé. Voilà, donc il nous faut plus d'hommes, de femmes, de bonne volonté, de principes et de valeurs. Ça aussi, on en parle beaucoup. Il y en a, mais qu'on on ne voit pas suffisamment ou qui sont justement trop de freins, hors d'obstacles pour pouvoir justement avoir une parole dans le débat public et un véritable impact. Merci d'avoir été là. Merci pour votre franchise, encore une fois. On reviendra avec un autre épisode avec Hamid et Salah pour continuer à commenter, peut-être un peu décortiquer un peu plus en détail sur la partie citoyenneté, sur la partie éducation, sur la partie santé, sur la partie organisation politique ou innovation qu'il peut y avoir d'un point de vue des structures. N'oubliez pas que vous pouvez écouter cette émission en podcast sur toutes les plateformes. Nous, on se retrouve très vite sur H24 dans Parole d'Expert. Bienvenue à cette nouvelle saison. Bye bye.